heures. Drancy a été gardé par des gendarmes français, géré par des fonctionnaires français. Les enfants qui ont été amenés ici de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande avaient été arrêtés par des policiers français. Et oui, la mémoire est aussi un enjeu d'actualité. Régulièrement, les commémorations font débat et polémique entre la droite et la gauche, mais aussi à l'intérieur de chaque camp. Alors, faut-il pratiquer la repentance, tenir compte du contexte pour expliquer l'histoire et comment trouver les mots pour transmettre le passé aux jeunes générations? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les politiques en costume d'historien, avec nous 4 invités. Jean-Philippe Moinet, fondateur de la revue civique Que Voici. Bonjour. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de mémoire et de commémoration au sein de l'Observatoire de l'extrémisme et du Haut Conseil à l'intégration, dont vous avez été secrétaire général. Frédéric Ancel, géopolitologue, spécialiste du Proche-Orient. Vous avez évoqué ces questions dans 2 récents ouvrages, Comprendre la géopolitique et puis l'Atlas de la géopolitique, voilà, aux éditions Autrement. Stéphane Rosès, politologue et fondateur de l'agence CAP, pour mettre en perspective les intentions et l'impact des discours des politiques. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par un petit commentaire sur le registre et le ton de ces discours. Un ton qui varie souvent et fortement d'un président à l'autre. On commence par François Hollande lors de l'inauguration du mémorial de la Shoah à Drancy. Drancy, c'était la dernière étape avant l'enfer. L'enfer des wagons à bestiaux, l'enfer des camps d'extermination. Drancy, c'était la porte de l'enfer. Des milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, tassés, parqués, martyrisés pendant des jours et des nuits, sans recours, affrontant la peur, la faim et cette incertitude sur l'issue finale. Ils attendaient. Ils ne savaient pas tous que la mort était au bout de l'épreuve. On voit bien qu'il cherche à rappeler toute la dimension tragique de cette histoire, mais on voit aussi que ce n'est pas facile de trouver les mots. Il a d'ailleurs des rimes un peu curieuses. Et puis même s'il avait convié de nombreux jeunes à la cérémonie, eh bien l'exercice reste somme toute extrêmement classique. Ce n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, qui au début de son mandat avait tenté d'explorer de nouvelles pistes pour rendre l'histoire plus vivante. Un épisode est resté dans les mémoires, celui de la lettre de Guy Môquet, jeune résistant exécuté à 17 ans. Je vous quitte tous, 17 ans et demi. Ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret. Courage. Votre Guy qui vous aime. Dans un silence total, le président essuie une larme. Il vient d'entendre la lettre écrite par Guy Môquet à ses parents, jeunes résistants communistes français, la veille de son exécution. Je n'ai jamais pu lire ou écouter la lettre de Guy Môquet sans en être profondément bouleversé. Et je voudrais dire aux Français que ma première décision de président de la République sera de demander au futur ministre de l'Éducation nationale que cette lettre soit lue en début d'année à tous les lycéens de France. Parce qu'un jeune homme de 17 ans qui donne sa vie à la France, c'est un exemple, non pas du passé, mais pour l'avenir. Alors, cette lettre, lecture de lettres dans les écoles avait, on s'en souvient, été très contestée, l'idée abandonnée. Bon. Mais au-delà de cet aspect, que pensez-vous, Denis Bertrand, de la manière, parce qu'on est sur 2 épisodes différents, évidemment, et 2 aspects très différents de la Seconde Guerre mondiale, mais sur la manière dont l'un et l'autre cherchent à transmettre cette histoire, sur la forme? Mais, je crois d'abord qu'on peut dire que le discours de commémoration se caractérise par son caractère extrêmement élaboré.
c'est de l'écrit parlé, c'est plus de l'écrit même, c'est de la littérature. Les procédés d'expression dans les deux cas sont extrêmement travaillés, on pourrait en faire l'inventaire. Et je crois que c'est important, cette affaire, de souligner ce caractère très écrit et littéraire, parce que ça donne un peu la mesure de la relation avec l'événement. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire exister le passé à l'intérieur de la langue. Et donc lui donner dans la langue la consistance, une consistance à la hauteur de ce qu'il a été dans les faits. Je crois que c'est un peu cet enjeu. Mais en même temps, le risque, c'est l'artifice. C'est l'artifice, c'est le jeu formel d'une rhétorique avec ses anaphores, avec ses envolées, etc. Or là, ce qui est intéressant, je trouve, dans les deux cas, c'est que c'est un traitement différent du récit. Hollande fait un récit, et ensuite, une fois qu'il a fait le récit, il dit c'est à transmettre. Et il construit le discours de la transmission sur la base du récit. Nicolas Sarkozy personnalise et fait état d'une émotion personnelle, voilà, d'une émotion vécue ou supposée-elle, et c'est à travers l'émotion qu'il cherche à assurer la transmission. Donc ce sont en effet deux stratégies de communication du passé et de sensibilisation du passé qui sont très profondément différentes sur cette base de littérature commune. Enfin. En voyant ces images, on dit finalement François Hollande est extrêmement classique dans son procédé, mais est-ce qu'il n'a pas un peu de mal à restituer l'émotion, Jean-Philippe Moinet, finalement? Alors oui, la rhétorique est sans doute nécessaire à un haut niveau pour l'exemplarité du propos, mais il est très insuffisant car la commémoration, c'est se souvenir ensemble. Et ensemble, c'est pas seulement un chef de l'État devant une caméra, c'est aussi les acteurs de la République à tous les étages. Et c'est là que la question de la transmission est à la fois importante et compliquée. C'est que dans un pays comme la France, ce qui vient d'en haut est souvent suspecté pour des raisons politiques et diverses. Et donc, il faut trouver les moyens de rénover cette forme de commémoration des grandes dates de l'histoire. Et je pense que c'est une nécessité qui est à l'esprit sur leur manière de faire, de chaque chef d'État. Mais sur la manière de faire, moi, je n'aurais pas de grand-chose en termes critiques à faire. J'aurais sans doute à critiquer la limite de l'exercice. C'est qu'eux-mêmes voient que leur propre mise en scène est limitée. Stéphane Rosès, on voit qu'effectivement, comme l'a dit Denis Bertrand, l'exercice est assez différent. Ça correspond à leur personnalité ou, selon vous, c'est un choix politique, finalement? Leur façon de parler de la Shoah correspond à leur personnalité. Nicolas Sarkozy a sans cesse en politique mis en avant le moi, c'est-à-dire regarder au travers de l'émotion qui a été la mienne, celle que naturellement, comme être humain, vous devez partager. Et ce propos se suffit à lui-même. François Hollande est dans le surmoi, toujours. Donc, il dit l'émotion, il commente l'émotion et il dit, vous voyez, je suis en train de faire de la pédagogie. Donc l'un et l'autre ont leur intérêt et leurs limites, mais l'un et l'autre correspondent au tempérament de ce qu'ils sont personnellement et humainement. Oui, un petit mot, Frédéric Ancel? Oui, en termes de solennité, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que d'autres ont déjà dit des choses, sinon similaires, en tout cas correspondantes évidemment au même exercice. Et par conséquent, il faut montrer qu'on est au moins aussi ému que le prédécesseur et qu'on est au moins aussi solennel. Donc trouver les mots va être effectivement peut-être un exercice de plus en plus littéraire, de plus en plus romantique peut-être quelque part au sens large du terme, et de plus en plus compliqué. Et deuxième point, si vous le permettez, là, sur le fond, il ne parle pas de la même chose. Ah, on est entièrement d'accord. Du tout. On est entièrement d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, j'ajoute simplement un point, c'est la raison pour laquelle je crois que l'exercice, en l'occurrence, sur ce qu'on a vu de François Hollande, est peut-être plus difficile, plus compliqué, parce qu'il n'évoque pas un ennemi extérieur. L'ennemi était les gendarmes et les policiers français. Bien entendu, oui. Là, c'était juste sur la manière, effectivement. Mais on va prendre maintenant, d'ailleurs, vous me tendez la perche, sur des sujets comparables. L'évolution du discours, vous l'avez dit, il est de plus en plus difficile parce que, finalement, François Hollande n'est pas le premier à évoquer la responsabilité de la France, comme on l'a entendu au tout début de l'émission. Alors, on va reprendre un autre moment où il en a parlé. C'était lors de la commémoration de la rafle du Vel-d'Hiv, 70e anniversaire de la rafle du Vel-d'Hiv. Il se met dans les pas de Jacques Chirac pour évoquer à nouveau la responsabilité de la France. On l'écoute, puis on commente. Nous devons aux martyrs juifs du Vélodrome d'Hiver la vérité sur ce qui s'est passé il y a 70 ans. La vérité, c'est que la police française, sur la base de listes qui avaient été établies, s'est chargée d'arrêter des milliers d'enfants et de familles pris au piège le 16 juillet 1942. La gendarmerie les a escortés jusqu'au camp d'internement. La vérité, elle est dure, elle est cruelle.
c'est que pas un soldat allemand, pas un seul, ne fut mobilisé pour l'ensemble de cette opération. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité. Mais la vérité, c'est aussi que le crime du Veldiv fut commis contre la France, contre ses valeurs, contre ses principes, contre son idéal. L'honneur fut sauvé par les justes et au-delà par tous ceux qui surent s'élever contre la barbarie, par ces héros anonymes dont la mémoire fut une nouvelle fois évoquée ici. Donc dans son discours, François Hollande cite Jacques Chirac, lequel avait le premier reconnu la responsabilité de l'État français dans cette rafle. C'était en 1995, juste après son élection. On revoit un extrait. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour la première fois, un président français, en l'occurrence Jacques Chirac, a admis la responsabilité de l'État français dans la déportation et l'extermination de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. C'était ce matin à l'occasion des cérémonies commémorant la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Frédéric Ancel, vous l'avez dit, effectivement, François Hollande n'est pas le premier à évoquer la responsabilité de la France. Jacques Chirac l'avait fait aussi. Et en réécoutant ça, on se demande finalement, est-ce qu'il va plus loin ? Pourquoi le redire? Et quel est l'impact de répéter en disant je vais dire la vérité, des choses qui finalement sont peut-être admises et entendues par tout le monde? Alors, il le dit peut-être avec des mots plus forts. Je crois que là, alors, pour parler forme et ensuite fond, encore une fois, il emploie des termes qui n'étaient pas utilisés par Jacques Chirac et d'ailleurs qui ne le furent plus, si ma mémoire est bonne, jusqu'au discours de François Hollande. Oui, parce qu'il ne dit pas un seul Allemand, il est très catégorique, alors que Jacques Chirac dit effectivement les policiers allemands ont été assistés. Absolument. C'est que François Hollande évoque la responsabilité de la France, tandis que Jacques Chirac parle de l'État français. Ce qui est très différent. C'est pas simplement une nuance de propos, c'est sur le fond, c'est un positionnement très différent, me semble-t-il, où à la fois il va plus loin et de façon contradictoire, parce qu'il dit à la fois c'est le crime de la France, mais c'est aussi un crime contre la France, donc il faut choisir si c'est... de quelle France on parle? Et je pense que Jacques Chirac était plus précis, il parlait dans sa formulation de l'État français qui était responsable, puisqu'il secondait l'occupant allemand, et que c'était l'État français qui secondait. C'était pas la France ni les Français. D'accord, donc pour vous, c'est là où il peut y avoir, on va y venir d'ailleurs, une ambiguïté, on va y venir. Voilà, oui. c'est le mot que j'allais employer. Il y a une vraie ambiguïté parce que l'État français, c'était un régime. Donc juridiquement, c'était un régime précis. Nous ne sommes plus, bien évidemment, dans le cadre de ce régime depuis fin 1944. Et là, il y a une véritable ambiguïté ou ambivalence parce que un État français existe aujourd'hui. Simplement, c'est la République. Le régime, c'est le régime républicain, qui évidemment n'est pas en cause en l'occurrence. Donc, mais bien sûr. Autrement dit, la France, c'est vraiment un concept. C'est effectivement le concept de la nation. Et ce qui a permis à Jacques Chirac, de manière très courageuse, parce qu'il l'a fait à front renversé, contre la vulgate gaulliste, c'était un gaulliste, c'est un gaulliste. Donc ça, c'est quand même très intéressant. François Hollande, à ce titre-là, prenait peut-être moins de... Oh, il ne s'agit pas de prendre de risques, mais était peut-être moins en avant par rapport à ses propres troupes, de façon générale. Donc là, il y a quelque chose qui me semble extrêmement intéressant. Et puis avec cette question d'ambiguïté que vous évoquez, alors les gaullistes, justement, on va en entendre un, parce que la déclaration de François Hollande, et c'est peut-être à cause de ce terme, la France a suscité la polémique, été 2012, quelques semaines après son élection, on s'en souvient, et je vous propose d'écouter la réaction d'Henri Guénaud, ex-plume de Nicolas Sarkozy. Chirac était allé un tout petit peu moins loin, mais avait déjà fait un pas dans ce que je considère comme une mauvaise direction, dont je n'étais déjà pas très heureux de ce qu'il avait dit. Ce qu'a dit M. Hollande de façon beaucoup plus claire hier, personnellement, me scandalise. Pourquoi? Mais pour une raison très simple, ma France, M. Jacubizine, elle n'était pas à Vichy. Elle était à Londres depuis le 18 juin.
Voilà, la mienne. Alors, peut-être que nous n'avons pas la même France, peut-être que nous ne nous référons pas à la même France, peut-être que nous n'aimons pas la même France, M. Hollande et moi. Peut-être que M. Hollande se sent plus proche de la France des notables apeurés qui se sont précipités à Vichy après l'armistice. C'est pas ma France, voilà, ça n'est pas ma France du tout. Et sinon, je propose que désormais M. Hollande en tire les conséquences qu'il devrait en tirer et qu'il supprime la commémoration du 18 juin, puisque le 18 juin, c'est exactement cela. C'est dire, le 18 juin, la France, elle est à Londres. À partir de là, à partir de ce moment-là, elle est à Londres, légitimement et légalement. Ce que fait le régime de Vichy. Merci Voilà. beaucoup. Voilà, réaction d'un gaulliste revendiqué sur justement ce que vous disiez à la notion la France, pas l'État français, mais la France. Alors, Stéphane Rosès, la question qu'on se pose, c'est est-ce que François Hollande a été maladroit en employant ce terme, la France, ou pas? À l'intérieur même du discours de François Hollande, il y a une tension. Pourquoi? Parce qu'il dit, comme Jacques Chirac, il dit la France ne correspondait pas à ses valeurs. Oui, mais alors, est-ce que c'est, du coup, est-ce que c'est la France qui a fait, la collaboration, qui a fait la Shoah? Alors, il dit autrement, et il dit par ailleurs, il y avait d'un côté la France et de l'autre les justes, ceux qui ont résisté. Oui, oui. Donc tout ça n'est quand même pas d'une grande maîtrise historique. Hein. C'est un point qui est un point tout à fait important. On le sait après la Seconde Guerre mondiale. La République est stabilisée, comme dit François Furet. Mais le sujet est toujours vivace. Et donc la construction des gaullistes et des communistes, c'est de dire tout ça, ça n'a rien à voir avec la France. Voilà. Et plus on s'éloigne, plus les enjeux sémantiques, me semble-t-il, deviennent un tout petit peu secondaires, alors que pour les historiens et objectivement, c'est un problème. Mais alors la question, c'est dans la bouche d'un politique, est-ce qu'il y a, on disait ambiguïté tout à l'heure, maladresse de sa part, vous pensez, ou pas? Hollande, en tout cas, il y a un artifice, il me semble au moins égal. Ils se rejoignent en cela, François Hollande et Henri Guénaud, par un artifice de considérer globalement, en amalgamant à la fois la culpabilité et la victime de la France dans cette période, et le fait que la France était à Londres. On sait bien que la France était pour partie à Londres et son honneur a été préservé à Londres, mais la France était ailleurs et l'État français était ailleurs. Et la France, malheureusement agissante, administrativement parlant et politiquement parlant, n'était pas à Londres. Et donc, je pense que ça relève de la polémique de Henri Guénaud sur le côté. Une forme de confusion historique qu'on peut renvoyer à Henri Guénaud également. Mais alors justement, parce qu'il y a l'attaque du coup de Henri Guénaud qui est très violente en disant sa France, finalement, il est proche de cette France de Vichy. Il rebondit sur ce terme-là. Oui, bah, non, ça, là, je crois qu'on est vraiment dans la polémique, mais c'était voulu. C'était une posture. Bon. D'accord, bon. Mais oui, j'en suis absolument convaincu. Et alors, est-ce que derrière ça, l'enjeu, c'est pas celui du courage aussi? Qui aura le courage de reconnaître la responsabilité de la France et qui a une posture? D'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs, Henri Guénaud traite François Hollande de lâche. Hollande, finalement, il a peut-être, alors on dit le courage, comme Jacques Chirac l'avait eu contre son camp, de reconnaître la responsabilité de la France. Le courage, c'était en 40, c'est pas en 2012. Nous sommes en 2012, alors. C'est vrai qu'il y a la question du courage doit être mise en avant et rappelée également, mais je pense qu'il faut prendre garde également que la question de la responsabilité ne masque pas finalement la réalité historique qui était quand même la monstruosité du régime nazi, de l'occupation et des choses qui se sont passées. C'est ça aussi l'enjeu de la commémoration historique, c'est pas seulement de faire de l'exégèse sur les textes, je parle des hommes politiques qui font de l'exégèse sur les textes historiques ou sur leur propre posture politique, c'est aussi rappeler les faits. Oui, un petit mot, Denis Bertrand, sur les discours. C'est sur les mots. Moi, je trouve que l'évolution de la désignation est très intéressante dans les exemples qu'on a vus entre l'État, la France comme entité globale et les deux France de Guénaud. Je crois que c'est quand même très intéressant de voir qu'avec le recul du temps, j'ai le sentiment que le choix de la désignation par François Hollande de la France comme entité globale, comprenant à la fois l'État, la nation, comme intégrée, et la France comme responsable et comme victime. La France par la France et contre la France. Je pense que c'est le recul de l'histoire qui rend possible ce type de désignation. Et on voit combien la scission des deux France de Guénaud, ma France et l'autre France, comme si c'était deux entités symétriques et opposables, est quelque chose qui paraît... Déjà daté ? Oui, daté, disproportionné, enfin que vous l'avez souligné, quelque chose qui est une reconstruction militante, mais pas véritablement distanciée par l'histoire.
Donc on a évoqué cette question de la repentance au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Elle concerne aussi cette question de la repentance, la colonisation. On se souvient du récent bras d'honneur de Gérard Longuet dans le générique d'une émission de Public Sénat. C'était à propos de la demande du gouvernement algérien que la France reconnaisse les crimes du colonialisme. Et le bras d'honneur était sa réponse à la question évoquée voilà, un peu en off après la fin de l'émission. Un bras d'honneur repris sur le plateau de LCI par Gilbert Collard, récemment élu à l'Assemblée nationale sous l'étiquette FN. Et moi, j'ajoute mon bras au bras de M. Longuet, et puis passons à des choses sérieuses, si vous voulez bien. J'espère que ce bras d'honneur a été tellement amplifié par les médias que ceux qui nous demandent de nous repentir l'ont reçu en pleine figure. Voilà. Parce qu'il y en a vraiment marre, très entre nous, et de bon matin, je vous le dis, il y en a marre de devoir se repentir. Moi, je ne me repens de rien. Je n'ai qu'à être fier de mon pays, et ceux qui veulent que je me repente, eh ben, ils n'ont qu'à aller le demander à d'autres. Hein. Et alors ce sujet de la repentance, ou plutôt de la non-repentance de la France, n'est pas nouveau. Il avait été, on s'en souvient, beaucoup mis en avant par Nicolas Sarkozy dans sa campagne en 2007 et dans les premiers mois suivant son mandat. Un petit extrait qui résume bien sa position. Alors je veux le dire à tous les adeptes de la repentance qui refont l'histoire et qui jugent les hommes d'hier sans se soucier des conditions dans lesquelles ils vivaient, ni de ce qu'ils éprouvaient. Je veux leur dire, de quel droit jugez-vous? Je veux leur dire, de quel droit demandez-vous aux fils de se repentir des fautes de leurs pères, que souvent leurs pères n'ont commises que dans l'imagination des professionnels de la repentance? Voilà, les professionnels de la repentance, le message est clair. Alors là, on voit qu'il y a un véritable enjeu politique, cette question de la repentance, entre la droite et la gauche, mais surtout à l'intérieur même de la droite. Alors la question, c'est est-ce que c'est la montée du Front National, selon vous, qui exacerbe ce débat aujourd'hui, Stéphane Rosès, Jean-Philippe Poinet? Non, je pense que c'est quelque chose d'un peu différent, mais dont le Front National est effectivement l'expression. La façon dont on va dire quelque chose sur l'histoire de la France, c'est en fonction de ce qu'est culturellement la droite et la gauche. La droite est dans l'idée de l'union, du rassemblement, y compris dans la mémoire, et tout ce qui viendrait mettre en cause une partie de notre histoire poserait problème. La pensée de la gauche, c'est au contraire que derrière l'union factice d'une société, il faudrait aller en chercher la tension. Et donc déjà, culturellement, la gauche et la droite ne réagissent pas pour D'accord, donc culturellement, à droite, problème avec la repentance. Oui, c'est ça. Du coup, la repentance est devenue, alors je crois que c'était justement sur le sujet de la colonisation que le terme a été utilisé pour la première fois. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir la passion française sur ces questions. Pour vous, c'est une vraie question culturelle, un vrai débat culturel droite-gauche, même si peut-être Jacques Chirac n'avait pas forcément été toujours dans la tradition vraiment de la droite. Oui, Alors, oui, une autre différence peut-être entre la gauche et la droite, qui est peut-être plus politique et moins culturelle, c'est l'idée de nation, l'idée qu'on s'en fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que fin 19e, la nation est une idée de gauche, hein, très clairement. Et le pays, au sens petit pays, à l'époque, est une idée de droite. Et il va y avoir un basculement début et milieu 20e, et parfois une partie de la droite française a tendance à considérer que le ciment national doit être préservé à tout prix. À tout prix, D'où oui. continuité de l'État, quel que soit le prix que cela coûte, et d'autre part, préservation de tout ce qui pourrait enrayer en quelque sorte ce sacro-saint concept d'union, effectivement. Pour la gauche, c'est certainement moins difficile de remettre en cause la nation au sens nationaliste, autrement dit au sens relativement agressif du terme. Or, les guerres coloniales donc en Indochine et en Algérie, pour une part au moins, ont été présentées à l'époque comme étant des guerres au profit de la nation et au profit de nationaux, puisqu'en Algérie, on avait pratiquement 1 million de nationaux. Et ce clivage, vous qui êtes... Oui. Le discours qu'on vient d'entendre, ou l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est celui d'un homme politique qui se trouve dans l'éthique de la conviction. Et pas encore dans l'éthique de la responsabilité. Parce que Nicolas Sarkozy parle pendant sa campagne, refuse de faire de la repentance, et une fois
qu'il arrive au pouvoir, il cède au bon sens du terme à une forme sinon de repentance, en tout cas de discours mémoriel extrêmement assumé. Et ça, je crois que c'est valable pour le coup aussi pour... Mais sur certains, pas sur tous les thèmes, sur certains thèmes, sur certains sujets. On peut absolument pas débarquer tout du bateau, ça c'est pas possible, et on peut pas tout sacrifier. Voilà. Donc je pense qu'on y va petit à petit, mais Jacques Chirac aussi, qui était de droite, en tout cas qui prétendait être de droite, et qui était, je le rappelle, a fortiori gaulliste, lui a ouvert réellement une brèche avec ce dont on parlait tout à l'heure, et cette repentance liée à Vichy. Liée à Vichy. Alors, parce qu'en même temps, on voit ce côté être fier de sa nation, on a l'impression qu'il y a une espèce de clivage, être fier de son pays et en même temps reconnaître ses erreurs, que les deux s'opposent et sont incompatibles. Alors, on a bien vu que c'était effectivement dans l'histoire des politiques françaises, effectivement deux visions qui s'opposaient. Elles paraissent irréconciliables. Il y a une culture française qui est en délicatesse avec cette dichotomie entre effectivement être fier de sa nation, c'est pas pour autant faire fi de ses défauts ou de ses erreurs historiques. Et je pense qu'il y a une culture américaine, par exemple, qui est très différente. Aux États-Unis, le débat a clivé sur tous les conflits, y compris des guerres coloniales ou apparentées comme telles, par exemple concernant le Vietnam, où là, il y avait des clivages très forts, des oppositions, mais néanmoins, les États-Unis savaient honorer leurs morts, et notamment leurs soldats tombés sur le front. D'accord, ils arrivent plus facilement à réconcilier ces deux aspects. Il y a eu quelque chose de très difficile par rapport à l'Algérie, une douleur qui est persistante encore à la génération d'après, qui fait qu'il y a eu effectivement des travaux d'historiens, mais pas une mémoire partagée sur beaucoup d'épisodes qui sont restés tus ou caricaturés, avec finalement une course à l'exploitation du ressentiment. Du côté de la Méditerranée, c'était l'extrême droite qui s'est emparée du sujet, et une certaine difficulté du camp républicain à évoquer cette période historique qui devait être traitée néanmoins par la parole publique. Par ailleurs, de l'autre côté du sud de la Méditerranée, on a eu l'instrumentalisation du ressentiment anti-français, avec pendant longtemps, qui ne fait plus d'ailleurs tellement illusion chez les jeunes Algériens aujourd'hui, ou même beaucoup de la classe politique, où il fallait taper sur la France pour construire l'Algérie. Et alors sur le geste, parce que là, pour ouvrir cette séquence justement, on avait le fameux geste de Gérard Longuet, alors qui a beaucoup fait parler. Je voulais savoir si vous aviez un petit mot concernant ce geste, cette réponse qui n'était pas faite pour passer à l'antenne, évidemment, je le rappelle. C'est un geste très violent, vous trouvez, symboliquement? Très impressionnant. Très impressionnant. À mon avis, très impressionnant, parce qu'on est à la limite du discours politique, et on est même à la limite du discours tout court, et on est même sorti de l'espace du discours. Parce qu'il estime que c'est un sujet qui ne devrait même pas faire débat, peut-être. On est entré dans l'espace de la violence. Moi, je pense qu'on est entré dans l'espace de la violence physique. Parce qu'il ne fait pas que le geste. Il y a le regard, il y a le sourire, il y a toute une composition du corps, je dirais, là-dedans. Et c'est d'autant plus intéressant, à mon avis, que ça fait un contraste saisissant avec justement l'élaboration du discours que ces événements-là appellent en termes de mémoire. Et la complexité même, les petits pas, les progressions, les découpages, toute cette diplomatie interne à la nation, du discours lui-même sur ces objets-là. Alors, on avait évoqué cette question de la repentance, du fait qu'effectivement, il y a des sujets sur lesquels Jacques Chirac n'avait pas forcément été très loin, des points sur lesquels il a pu retrouver Nicolas Sarkozy. Alors, il y a là une question, ce qui est intéressant, c'est celle des harkis. Alors, harkis, donc là, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy se sont retrouvés justement sur cette question. Alors, je vous propose de commencer par écouter Jacques Chirac. La France reconnaît sa faute à l'égard des harkis. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui une cérémonie en l'honneur de ces soldats algériens qui ont combattu aux côtés des troupes françaises. De 30 000 à 100 000 harkis ont payé de leur vie leur fidélité à la France, et la communauté espérait ce geste de reconnaissance depuis maintenant 40 ans. Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. Les harkis ne sauraient demeurer les oubliés d'une histoire enfouie. Ils doivent désormais prendre toute leur place dans notre mémoire. Voilà, et maintenant on passe à Nicolas Sarkozy, qui avait fait de cette question des harkis, là aussi, un des thèmes de sa campagne en 2007. Aux enfants des harkis qui ont servi la France, qui ont dû fuir leur pays et que la France a si mal accueillis, je veux dire que si la France doit des excuses et des réparations, c'est à eux qu'elle les doit.
Et voilà, ce qui est assez intéressant, c'est de voir le contraste avec François Hollande, hein, puisque lui, pour le coup, il a été beaucoup moins en pointe sur cette question des harkis. Il s'est contenté d'un simple communiqué lors de la journée d'hommage aux harkis, où il reconnaît, alors les mots sont intéressants, hein, certes, hein, il reconnaît que la France a abandonné ses propres soldats, que les harkis et leurs familles ont été accueillis et traités souvent de manière indigne sur le sol français, et que la France se grandit toujours en reconnaissant ses fautes. Alors, sur le discours et sur le fond intéressant, mais alors la forme, c'est incroyable. Pourquoi un simple communiqué? C'est parce que pour lui, c'est moins important? Parce qu'il y a une gêne. La gauche s'est racontée ensuite qu'elle avait été du côté de l'indépendance de façon unanime, et bon, ce qui n'était pas évidemment le cas. Et donc, du coup, comme si la question des harkis c'était la question du camp d'en face. Et le camp d'en face, les gaullistes ont été longtemps en gêne avec les harkis. Pourquoi ? Parce que effectivement, dans l'accord, il y avait la question des harkis, et que la France a laissé, c'est un fait historique, sans doute ne pouvait-elle faire autrement. La France a laissé des dizaines de milliers. Mais sur François Hollande, il y a un sujet. Parce que c'est pas dans pour faire vite, c'est pas dans le patrimoine historique de la gauche que la question des harkis. Oui, mais c'est intéressant parce qu'on le voit bien, la repentance, entre guillemets, enfin quand même de Jacques Chirac sur cette question-là. Bon, Nicolas Sarkozy lui dit, si on a certains à qui on doit la repentance, c'est eux, hein, c'est pas les autres. Les principes ne valent que... Voilà, il y a les harkis, il y a voilà, sinon pas de repentance. Et c'est intéressant de voir que la gauche, dont on a dit qu'elle était beaucoup plus à l'aise sur ces questions, est là en recul. C'est vrai que pour Jacques Chirac, c'est d'autant plus remarquable qu'évidemment, il met en cause ce qui avait été organisé par son propre camp au sens famille politique, à savoir le lâchage organisé des harkis à l'époque, qui était même une directive gouvernementale, il faut le rappeler, indiquait qu'il fallait renvoyer... Sur le présent, nous on est sur le présent. Du passé, parce qu'il renvoie aux commémorations du présent, et pour Jacques Chirac, c'était de dire que même la directive gouvernementale qui renvoyait les harkis là-bas, après l'indépendance, droit au massacre, qui était quand même un massacre lourd de 30 à 100 000 personnes, c'était pas un coin de rue, était donc assez remarquable. Et je pense pour autant qu'il ne faut pas considérer que la position de commémoration doit se réduire à la posture scénographique d'un président de la République. Ah voilà, c'est exactement la question qu'on se pose. J'étais le 25 septembre dernier aux Invalides pour la cérémonie des harkis. Et il y avait un fils de harki qui s'appelle Kader Arif, qui est membre du gouvernement, ministre délégué à la défense du gouvernement Ayrault et de François Hollande. C'est pas pour défendre François Hollande, je ne sais pas quel était son agenda, mais je pense que la position de fond n'avait pas changé. La forme a changé par l'absence du président de la République. Entre nous, les présidents de la République n'étaient pas présents le 25 septembre, les autres années précédentes non plus. Et c'est venu dans le discours de Nicolas Sarkozy à l'occasion ou au bénéfice, entre guillemets, de sa campagne électorale. Mais ça pour dire que l'enjeu de la commémoration doit dépasser la posture présidentielle et aller vers d'autres circuits de diffusion. Et des initiatives ont été prises en ce sens. Finalement, le discours du président, à ce moment-là, pour marquer l'événement, n'est pas si important forcément, que ça. Ça bénéficie d'inventaire. Qu'il soit lors de la cérémonie. Ça ne masque pas forcément un malaise de positionnement par rapport à la ligne préétablie. Oui, un petit mot là-dessus. Oui, non, je suis d'accord. Je pense qu'il ne faut pas trop accorder de force à la forme. Elle est très souvent symbolique, elle est révélatrice, elle est miroir d'une volonté ou d'un tempérament, mais aussi d'un contexte. Si le contexte politique, si le contexte sociétal n'est pas particulièrement lié à une question, fût-elle douloureuse en particulier, je pense qu'un président de la République ne verra pas à mal ou verra pas d'inconvénient majeur à se fendre d'une lettre plutôt que d'une visite. Et s'il le faisait de manière systématique, peut-être qu'alors il craindrait que chacune de ses interventions solennelles perde par définition en solennité. Donc je serais d'accord avec ce qui est. Alors c'est vrai que François Hollande, cette phrase, la France se grandit toujours en reconnaissant ses fautes. C'est une posture politique qui vous paraît nouvelle pour le coup et qu'il a répété à plusieurs reprises, effectivement, lors d'une interview devant TV5 et France 24 aussi. C'est cette idée de se dire on se grandit en reconnaissant ses fautes. Oui, dit comme ça, c'est nouveau. Ça a été dit par certains de ses prédécesseurs, mais pour d'autres États. Donc c'était pas appliqué pour l'instant à la France. Oui, c'est nouveau. C'est-à-dire dire les autres se grandissent en reconnaissant leurs fautes, pas c'est ça. Le problème, c'est que ça reste très théorique. Là, on est simplement dans la posture, quand même. D'accord. Alors, pour finir, je voudrais évoquer une commémoration qui, elle aussi, a suscité la polémique, mais pour une autre raison. Il s'agit des cérémonies du 11 novembre. Traditionnellement, elle célébrait l'armistice de la guerre 14-18, mais Nicolas Sarkozy a proposé en 2011 qu'on y rende hommage à tous les morts pour la France. Et à l'époque, le candidat Hollande n'était pas vraiment pour. On écoute, c'était en 2011. Le 11 novembre doit demeurer, à mes yeux,
l'évocation de ce terrible carnage qui a fait plus de 10 millions de morts, toutes nationalités confondues. Tant de douleurs pour des familles entières, et aucune n'a été épargnée. Et la mienne a donné sa part. Le 11 novembre doit demeurer aussi le rappel des ravages des nationalismes, de l'esprit de revanche, des haines entretenues pour de mauvaises causes. Oui, donc pendant l'extrait, on commentait l'extrait n'est pas de très bonne qualité. On croirait qu'il est à Londres, mais non, il est simplement candidat effectivement à la présidentielle. Hein, voilà. Et alors, on s'attendait à ce qu'une fois élu, eh bien, il revienne éventuellement sur la loi votée par son prédécesseur, ou en tout cas qu'il la fasse évoluer cette cérémonie. Eh bien, non, pas du tout. Écoutez-le, le 11 novembre 2012. Devant l'Arc de Triomphe, le président s'avance entouré de 2 orphelins, les enfants de soldats morts cette année en Afghanistan. Ensemble, ils rallument la flamme du soldat inconnu. Un geste émouvant pour Caroline Estin, 14 ans, qui a perdu son père en janvier dernier. Cette année, la cérémonie rend hommage à la fois aux morts de la Grande Guerre et à tous ceux tombés pour la France dans des conflits ultérieurs. Le président y associe également les soldats tués par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. Encore cette année, 13 militaires français sont morts pour que, là encore, le drapeau français puisse être placé là où il doit être. Et je voulais que ces 16 familles soient représentées aujourd'hui. Alors là, ce qui est frappant, c'est qu'il semble, pour le coup, et le contraste entre le François Hollande en campagne et le François Hollande président est frappant, il semble se plier vraiment de bonne grâce à l'exercice. Je voulais que ces familles soient représentées. Pourquoi, selon vous, Stéphane Rosès? Il a évolué ou c'est... Oui, je pense qu'il a sans doute évolué. Je n'ai pas suivi le débat de fond. Je pense qu'il a senti quelque chose à la fois avec beaucoup d'opportunités dans le bon sens du terme, à savoir qu'est-ce qu'on fait du sens à donner aux morts pour la France. À un moment donné, un président de la République en charge de l'histoire, qui est en marche, ne s'arrête pas en 14. L'histoire est permanente, elle se vit aujourd'hui, il y a des conflits actuels, il y a des morts aujourd'hui, et je pense que le président de la République actuel, suivant le prédécesseur, a senti qu'il y avait là une opportunité positive à faire valoir des choses, à commémorer et à peut-être connecter les jeunes et les anciens. D'accord, ça vous pensez que c'est ça l'enjeu? C'est-à-dire qu'avec les enfants des soldats morts en Afghanistan qu'on voit là sur ces images, et que la date ils connectent les générations. Oui, et que la date est suffisamment lointaine pour apaiser les esprits, parce qu'ils étaient très vifs et animés, les esprits à l'époque, sur le sujet de la guerre 14-18. On l'a oublié aujourd'hui, mais il y avait des conflits majeurs. Pour le coup, on est sur des événements suffisamment anciens. C'est suffisamment loin pour en faire un élément fondateur d'un consensus national, et de ressourcer par les conflits qui ont suivi, qui sont rappelés jusqu'à aujourd'hui, faire un continuum historique pour évoquer les morts d'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour le président de la République de dire qu'un pays qui n'honore pas ses morts est un pays qui meurt lui-même. Oui, et donc ce consensus sur le 11 novembre me semble porteur d'évolution, en tout cas. Sur la posture politique? Oui, avec une image très spectaculaire de ces 2 enfants, orphelins de père, morts en Afghanistan. L'Afghanistan n'a strictement aucun rapport avec la Première Guerre mondiale. Or là, on donne chair, on donne sens à une revitalisation. Je crois que vous avez parlé d'une nouvelle source, d'une nouvelle vitalité. De vitalité et de ressourcement autour des valeurs communes. Là, je reprends votre terme volontiers, parce que là, on est sur quelque chose qui, par définition, pour des raisons biologiques, s'était éteint, puisqu'il n'y a plus de poilus de la guerre de 14. Et pour les jeunes générations dont on a parlé tout à l'heure, puisque certains enfants ou adolescents ne savent pas ce qu'a été le Veldiv ou Vichy ou que sais-je encore, le 11 novembre, peut-être encore moins dans les prochaines années, là, on redonne une chair. Et alors, pour le coup, bien vivant, très jeune, sur la base d'un conflit qui, encore une fois, ou en englobant un conflit qui n'a réellement aucun rapport. Et là, de ce point de vue-là, je trouve que c'est très intéressant parce que le président de la République a été cohérent avec ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire faire du 11 novembre... il voulait faire exactement le contraire. Une fois devenu président, éthique de conviction, éthique de responsabilité. Non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant de 2 choses, c'est d'une part de voir comment on peut être contre et puis finalement pour. Alors on se demande si la posture d'avant était une posture purement politique de candidat
Oui, enfin, alors une là, opposition, voilà. Ça, je crois que c'est le jeu absolument sempiternel de la démocratie avant les élections et après. Enfin, d'accord, ok, donc c'est normal. Ah bah, c'est normal et naturel. On peut changer d'avis. Et puis on peut changer d'avis, oui. C'est-à-dire qu'il arrive, il y a des historiens, il y a des commissions d'historiens, et il y a des gens qui travaillent là-dessus. Pas forcément réfléchi. Et voilà, et il voit différemment. Les armées, se retrouver devant un cercueil d'un soldat qui revient d'Afghanistan n'est pas la même chose quand on est dans l'opposition, quand on est aux commandes des armées. D'accord, donc vous dites effectivement on peut évoluer, il peut se rendre compte qu'il faut honorer aussi les morts d'aujourd'hui, mais alors quand même sur la jonction entre ces deux, effectivement la guerre de 14 et les morts d'aujourd'hui, dans les conflits en Afghanistan qui, comme vous l'avez dit, n'ont quand même rien à voir, il a cette phrase qu'on a relevée, qu'on trouvait un petit peu étrange, parce qu'il dit voilà qu'il y a des morts pour que le drapeau français soit placé là où il doit être, et c'est vrai que c'est étonnant parce que le drapeau français est placé là où il doit être, aujourd'hui on n'est pas dans des guerres de conquête où on place le drapeau français quand les soldats meurent, c'est cette phrase, c'est pas très clair. Hélène, sur l'Afghanistan, la justification au départ, qui pose d'ailleurs du coup ensuite problème, c'est qu'au départ nous allons en Afghanistan parce qu'il y a là-bas à la fois un berceau de terrorisme après le 11 septembre et à la fois on le justifie parce qu'il y a un régime qui est un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. Alors c'est une sorte de métaphore. Bah, j'imagine que c'est une sorte de métaphore. C'est une sorte de métaphore. C'est pas d'un lieu géographique. Hein. Sinon, ça pourrait paraître extraordinairement impérial. C'est pour ça qu'il dit, selon vous, pour placer le drapeau français là où il doit être, Denis Bertrand, un petit commentaire sur ces images et cette manière de faire le lien, peut-être. Je dirais François Hollande, c'est l'homme de la synthèse. Oui. Il réunit et il associe. Et ça, je crois que enfin, vous l'avez beaucoup commenté, et je crois que c'est très intéressant, cette combinaison du renforcement du symbolique autour de la date, autour du drapeau, autour des couleurs, etc., avec l'intégration du vivant, de la chair, de la présence physique. Et du coup, la sacralisation du présent au même titre que la sacralisation du passé. Aux confins des deux, de l'intervention de troupes françaises et peut-être de la repentance, il faudra bien un jour, et ça sera je crois le prochain dossier, sans me faire prophète, il faudra bien parler du Rwanda. Et on en parle d'ailleurs déjà très régulièrement, mais je pense qu'on est déjà avec le voyage de Nicolas Sarkozy et de Bernard Kouchner il y a quelques années, et au contraire le déni qui fut celui de François Mitterrand à l'époque, on est sur quelque chose déjà d'extraordinairement important, et je crois que c'est un dossier qui un jour explosera sur les sujets qu'on est en train de traiter. D'accord, oui. Ce qui est intéressant sur la symbolique, c'est qu'on parle là du présent, des projections extérieures géographiques, quand le pays et le président peut-être lui-même peinent à dire ce que devrait être la France demain. C'est-à-dire la projection géographique symbolique fonctionne mieux que la projection dans alors le justement, temps ça nous amène à la conclusion de cette émission qui est effectivement, on voit bien que François Hollande, dans quelques mois, a beaucoup été sur ces questions de mémoire, peut-être plus que ses prédécesseurs. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup été. Pourquoi, selon vous ? C'est croissant. Les historiens peuvent un peu pour le meilleur et pour le pire, ils sont contents parce que ça ramène l'histoire un peu au centre de l'actualité. Et à la fois, il y a des éléments d'instrumentalisation. Oui, parce que derrière ça, c'est notre sujet historique, c'est qu'est-ce qu'on a à faire ensemble avec le voisin d'à côté. D'accord, le discours, les récents discours du président de la République devant une statue assez méconnue près des Invalides qui incarne en fait la lutte contre le terrorisme et surtout les victimes du terrorisme. Il y a eu un discours remarqué du président de la République concernant les victimes du terrorisme et qui était là aussi pour dire qu'il y a des circonstances où la nation doit se ressouder. Alors c'est un discours qui peut paraître convenu, du consensus instrumentalisé. Il y a un temps, on faisait la guerre pour ressouder la nation. Aujourd'hui, on commémore ensemble les morts de la guerre, les guerres passées, du terrorisme, etc. C'est là que l'événement, en l'occurrence, était intéressant, c'est qu'il y avait la parole de victimes elles-mêmes, qui ont été aussi fortes, voire plus fortes d'ailleurs que celle du président de la République. Un mot sur ce choix justement de politique. Vous disiez il y a le Rwanda, il y a d'autres dossiers encore, mais enfin il y en a beaucoup là qui ont été traités par François Hollande. Pour toute nation, il faut renforcer le ciment national. Il faut faire ce que les Américains appellent la narrative. Et c'est quelque chose qui est très très important. Parfois c'est délicat à gérer, à mener pour des raisons politiques, voire électorales, mais c'est quelque chose qui doit être fait. Est-ce que François Hollande le fait vraiment plus? Jacques Chirac, en juillet 95, Jacques Chirac l'avait beaucoup fait, tout de suite. Et puis il l'a fait dès son avènement au pouvoir, hein, quand même. Oui, c'est vrai, Jacques Chirac l'a fait aussi avec les Justes à la fin de son mandat. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Marie Lebon qui s'est levée tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour m'aider à la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne.
C'est assez curieux, parce que finalement, moi je me suis beaucoup posé la question du choix de ce mot par rapport à repentir, par exemple, ou par rapport à regret. Mais c'est vrai qu'il y a un côté comportemental qui est... Donc la repentance, le remortisme n'existe pas. C'est un acte de langage. C'est ça. Qui est à lui-même sa propre fin. Là, la pénitence, elle est dans le mot. C'est juste. Elle est dans le mot tout entière. Un élève de la campagne et un élève de la 3e en ville, on les met à côté, on voit carrément la différence. Il y a beaucoup d'enfants de paysans